Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le Minimac sur les matières premières agricoles en partenariat avec Place de la Bourse.fr. Et comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications les plus pertinentes de la semaine écoulée, articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Toutes céréales confondues, au niveau mondial, le Conseil international des céréales évalue la production à 2 286 000 tonnes contre 2 287 000 estimés en novembre. C'est 71 millions de tonnes de plus que la production 2020-2021 et un record absolu malgré une météo agricole difficile dans certaines parties du monde. Le volume total des échanges est attendu à 423 millions de tonnes contre 421 millions de tonnes précédemment et 427 millions de tonnes en 2020-2021. L'accélération des expéditions de blé et de sorgho est contrebalancée par le recul des échanges de maïs, d'orge et d'avoine, explique le rapport du CIC. La consommation globale est revue en légère baisse de 3 millions de tonnes, mais toucherait un nouveau pic à 2 287 millions de tonnes, avec des gains d'une année sur l'autre pour l'alimentation animale qui prend 33 millions de tonnes, l'alimentation humaine plus 10 millions et les usages industriels qui prennent également 10 millions de tonnes. Quant aux stocks de culture, ils sont estimés en légère baisse d'une année sur l'autre à 601 millions de tonnes, la cinquième contraction consécutive. Le ratio stock-consommation, toutes céréales confondues, serait pour cette campagne de 26,3% contre 27% en 2020-2021 et 28% en 2019-2020. Le niveau de réserve face aux besoins potentiels se tend donc, même s'il reste supérieur aux 18% que la FAO juge comme le seuil nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Le 13 janvier, le Conseil international des céréales, le CIC, comme nous venons de le voir, a réduit de 12 millions de tonnes ses prévisions de production de soja sur la campagne 2021-2022 par rapport à ses dernières estimations publiées en novembre. Cette baisse est la conséquence de l'impact du temps sec et très chaud sur les perspectives de récolte en Amérique du Sud, et ce, notamment au Brésil. Les prévisions passent à 368 millions de tonnes, soit tout juste 1 million de tonnes de plus que sur la campagne 2020-2021. Une plus grosse moisson aux États-Unis compense des récoltes vraisemblablement plus petites dans l'hémisphère sud. Le broyage du cacao en Europe atteigne des niveaux records en 2021. Ils sont en effet à leur acmé, en hausse de 6,3% au quatrième trimestre par rapport à fin 2020 à 365 826 tonnes selon l'Association européenne du cacao, l'ECA. Sur l'ensemble de l'année civile, les broyages européens ont totalisé 1 456 306 tonnes, soit une progression de 6,07% sur l'année 2020. La consommation rejoint et dépasse les 2 années exceptionnelles avant Covid, qui étaient donc les années 2019 et 2018. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après avec votre interview du jour. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre magazine et comme promis, nous retrouvons tout de suite en duplex Madame Joséphine Martin. Joséphine Martin qui est cofondatrice des Vergers de Montpapé et également membre du bureau des jeunes agriculteurs de l'Ardèche. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Pouvez-vous rapidement nous présenter votre activité et nous raconter l'histoire de la reprise de l'exploitation des Vergers de Montpapé ? Du coup, c'était une reconversion professionnelle pour moi. J'étais entraîneur de gymnastique sur Grenoble et j'habitais à Annecy. Quand mon père nous a réunis pour nous dire qu'il souhaitait partir à la retraite et qu'il souhaitait transmettre son exploitation. Comme ni mon frère ni ma sœur souhaitaient reprendre, c'est tombé sur moi. Et ça tombait bien parce qu'on cherchait à rentrer en Ardèche avec mon conjoint. Donc c'était une belle coïncidence. Et du coup, c'est une exploitation arboricole essentiellement, avec du kiwi, de l'abricot, de la grenade, de la pomme et un petit peu de figue et le tout en bio.
D'accord, très bien, très clair. La saison 2021 a été impactée par des conditions météorologiques défavorables. Est-ce que les vergers de Montpapé ont également été impactés par cette météo difficile? Oui, oui, notre commune n'a pas été épargnée cette nuit du 8 avril avec des températures négatives pendant très longtemps. Donc, malgré nos différents modes de lutte, parce qu'on a essayé l'aspersion, donc l'eau, on a essayé les bougies de chauffer et on avait des agrofrosts, donc ça brasse de l'air. On n'a pas réussi à sauver nos récoltes et on a perdu quasiment 70% de notre production. La production totale? Oui. D'accord, ah oui, c'est gigantesque. Est-ce que pour ajouter à ce tableau assez pessimiste, vous avez également été impacté par la crise sanitaire? Du coup, on a des difficultés organisationnelles parce qu'on a 3 salariés permanents, donc souvent il y a des cas Covid ou des cas contacts ou les enfants à garder parce qu'ils sont soit cas contact de l'école, soit Covid eux aussi et trop petits pour se garder tout seuls. Mais sinon, pour nous, c'était le début d'une activité de panier donc en ligne avec des points de collecte. On avait 7 points de collecte dans les communes autour de chez nous. Donc, c'est aussi un impact positif, on va dire, le Covid pour nous, qui nous a permis de lancer cette activité qu'on n'aurait peut-être pas lancée sans le Covid. D'accord, donc en fait, vous avez revu un peu votre modèle économique, vous avez basculé sur du circuit court en quelque sorte? C'est ça. C'est ça. En fait, nous, on revend nos marchandises sur un marché de gros à Corba, donc c'est un marché où il y a beaucoup de producteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On y allait pour vendre nos kiwis, sauf qu'on revenait avec un camion à vide. Et du coup, maintenant, on revient avec des fruits et des légumes. On confectionne des paniers et on les revend donc en ligne à des personnes à côté de chez nous. D'accord, donc on est typiquement sur le circuit court. Est-ce que ça vous a permis de créer des emplois également, ce nouveau modèle économique? Et du coup, ça a permis aussi de pérenniser, nous, nos emplois, parce qu'il y avait seulement mon père qui partait à la retraite et nous, on est 3 associés. Donc déjà, ça nous a permis de pérenniser donc l'emploi de mon conjoint et de notre associé sur la partie commerciale. Et on a aussi 2 personnes à temps plein sur la confection des paniers et les livraisons. D'accord, c'est très intéressant. Donc ça a été un accélérateur finalement de transformation, ce Covid. J'aimerais parler maintenant de votre activité de membre des jeunes agriculteurs de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Vous y êtes membre depuis combien de temps et est-ce que l'idée sous-jacente, c'est de bousculer un petit peu les codes de l'agriculture, Madame Martin? Du coup, je suis membre depuis 2019 et c'est des jeunes agriculteurs de l'Ardèche, pas de la Chambre. Ah oui. C'est un syndicat agricole. Et du coup, l'idée, c'est pas vraiment de bousculer le monde agricole, mais c'est surtout dans l'air du temps. Ça se féminise. On voit de plus en plus de femmes qui s'installent. En Ardèche, en 2020, ça représentait 43% des installations. Et je pense que ma génération de femmes et celles qui viendront après sont des femmes qui ont envie d'entreprendre et d'avoir des postes à responsabilité. Et je pense que le syndicalisme, c'est aussi important parce qu'en tant que femme, on peut prendre parti de débats qui vont conditionner et façonner l'agriculture de demain. D'accord, c'est très intéressant ce que vous nous dites. C'est-à-dire que donc en gros, quasiment une exploitation sur 2 aujourd'hui est reprise par une femme. C'est ça. Et ce, quelle que soit la filière, ou il y a des filières plus spécifiques? Il y avait des filières beaucoup plus spécifiques, c'est en train de changer, mais c'était surtout sur les bovins laits. D'accord, ok. Et est-ce que le fait d'être membre du bureau, du bureau des jeunes agriculteurs, est-ce que ça vous permet de développer votre réseau? Oui, ça m'a déjà dans un tout premier temps, ça m'a permis de me faire des amis qui, comme moi, donc étaient agriculteurs. Donc ça m'a permis d'échanger avec eux sur les problématiques, parce que même si c'est de l'élevage ou de la viticulture, les problèmes sont souvent les mêmes. Donc ça m'a permis d'échanger
donc sur mes problématiques. Et puis, ça m'a permis de créer un réseau. Et grâce à ce réseau, dans nos paniers aussi de vente directe, on a pu intégrer donc du vin et du fromage. Ça nous a permis aussi de diversifier, nous, notre activité. D'accord, c'est extrêmement intéressant, un vrai levier. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai quand même envie de vous poser cette dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune homme ou une jeune femme qui souhaite se lancer dans l'agriculture ? De passer par la chambre d'agriculture, déjà, je pense qu'ils ont beaucoup de réponses aux questions que l'on se pose. Et si ce n'est pas le cas, d'aller voir des exploitants. Parce que souvent, on a envie de transmettre nos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, pour éviter que les jeunes refassent parfois les mêmes erreurs que nous. Et surtout d'être patient, parce qu'une installation, ça peut prendre du temps. D'être déterminé, parce qu'on ne maîtrise pas forcément tous les aléas. Et de mettre du cœur à l'ouvrage, parce que c'est quand même un beau métier. Ok, très clair. Je vous remercie beaucoup, Madame Martin, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes co-dirigeante de la société Les Vergers de Montpapé, également membre des Jeunes Agriculteurs de l'Ardèche. On marque une pause et on revient juste après avec les équipes de Day by Day pour votre focus hebdomadaire sur 2 matières premières. À tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans votre mini-mag de la lettre de l'acheteur. On rejoint à présent Mathieu Driol, Mathieu qui est analyste senior chez Day by Day. Et Mathieu, que vous allez nous proposer un zoom sur 2 matières premières agricoles. Et on commence avec le sucre dont certains analystes anticipent une hausse des cours due à un repli de la production chinoise du fait de la réduction des surfaces cultivables de betteraves et des conditions météorologiques défavorables. Est-ce que la tendance haussière, donc comme l'explique le soutien de ces analystes, est actuellement en cours ? Tout à fait. En fait, cette tendance haussière a, semble-t-il, démarré courant année 2020 avec ce point bas effectué sous les 10 depuis ce creux. Eh bien, les cours enchaînent une succession très bien construite de creux et de sommets qui sont ascendants 2 à 2. Le débordement d'ailleurs de 14,67 puis le rebond sur ce niveau conforte cette lecture haussière à l'image d'une moyenne mobile à 100 périodes qui redevient ascendante et soutient dynamique des cours. Alors plus récemment, le sucre avait entamé une petite phase de consolidation à plat aux alentours des 20 et un creux a semble-t-il été trouvé et marqué sur 17,60. En témoigne la nette réaction haussière depuis 2 semaines maintenant. En fait, les cours sont sortis par le bas de cette petite consolidation. Les acheteurs sont revenus très rapidement après cet excès baissier et effectivement reprennent la main sur les échanges. Alors quels sont les niveaux de résistance qui nous semblent intéressants à viser pour les semaines et mois à venir? La première, c'est 21,49 et surtout la seconde, c'est elle qui est vraiment importante. Elle commence en 2012 et a capé le très fort rebond des années 2015-2016 à 24. On voit le test et le débordement de ce niveau ne sera pas chose facile, mais ça laisse tout de même encore un net potentiel d'appréciation sur le sucre. Donc, quel est ce niveau, Mathieu, donc ? 24, c'est vraiment en fait un niveau, on le voit sur le graphique, qui bloque en fait les cours depuis 2012, avec 2 tests, notamment un très gros test qui a déclenché la dernière phase de baisse en 2016, une réaction baissière très très nette. Il faudra voir en fait comment se comportent les cours au contact de ce niveau à 24 pour éventuellement permettre son franchissement. On n'en est pas encore là, ça fait déjà une hausse de plus de 20% à venir. Très clair Mathieu, juste très rapidement, est-ce que vous auriez un niveau de support à nous donner sur votre graphique ?
Eh ben, le tout premier, en fait, c'est le récent point bas que l'on a fait il y a 2 semaines à 17,60. Alors, c'est un petit support, on va dire, sur cet horizon de temps, puisqu'il n'a pas été encore validé en tant que creux. Puisque pour valider un creux, en fait, eh ben, il faut un sommet. C'est à ce moment-là que l'on sait que l'on a bien formé un creux fort. En tout cas, la réaction haussière depuis 2 semaines sur ce niveau, elle est très nette. On passe au blé, le blé dont le cours est soutenu par une forte demande. Est-ce que c'est ce que l'on remarque graphiquement, effectivement, une tendance haussière également? C'est vraiment une tendance en fait très très claire sur les cours du blé. Alors les cours du blé en fait, blé américain ici sur le graphique avait marqué une sorte de base de fondation qui mettait un terme à une dynamique baissière. Une base de fondation en fait, ça se voit en fait de 2014 à 2020. Vous enchaînez des creux et des sommets descendants, vous commencez par créer un nouveau sommet supérieur au précédent en 2017, et puis après, vous commencez à construire des creux ascendants et vous libérez un vrai potentiel d'accélération et de hausse lorsque vous franchissez ces sommets. Ça a été le cas courant 2020 avec le débordement de 593, et ça a libéré vraiment une puissante tendance à l'image de la moyenne mobile à 100 périodes qui, de résistance, est devenue plate et puis devenue support maintenant des cours. Depuis, on a certes des replis qui peuvent être assez importants, mais la logique de creux et de sommet ascendant est parfaitement intacte, avec notamment le dernier repli, là aussi, sur 735,50, un petit peu à l'image de ce qu'on a vu sur le sucre à 17,60. Les cours ont, semble-t-il, marqué un point bas, une très forte réaction haussière qui peut tout simplement permettre maintenant d'aller former de nouveaux plus hauts. Alors, jusqu'où peut-on aller sur le blé américain? Ça, c'est le propre même d'une tendance haussière, c'est qu'elle ne s'arrêtera qu'une seule fois. À un moment plus tard, par contre, on peut voir des niveaux de résistance qui semblent être intéressants aux alentours des 900, puis après 947,25, puis après la zone des 1000, 1015, 1000 étant une zone très très psychologique. Donc une lecture haussière sur le blé qui, semble-t-il, n'a pas fini de progresser pour l'année à venir. Merci beaucoup Mathieu. Juste très rapidement, un peu comme d'habitude, est-ce que vous auriez une zone des supports à nous présenter sur le blé? Le premier support qui me semble être évident, c'est le récent creux, 735,50 au plus bas. Alors ce creux sera confirmé à moyen terme, là aussi, un peu comme le sucre, lorsqu'on aura fait des nouveaux plus hauts, mais la réaction haussière sur ce niveau est très 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 significative. Toute façon, le scénario haussier sur le blé reste valable tant qu'on n'aura pas enfoncé le support à 677, ou tant qu'on n'aura pas formé une figure de retournement, ce qui pour l'instant n'est pas du tout le cas. Je le répète, le cours du blé risque de poursuivre sa dynamique en 2022. Ok, merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes analyste senior pour Day by Day. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Le mini-max sur les matières premières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr, c'est fini. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, restez avec nous car on revient juste après cette pause avec notre JT Vue d'ailleurs. A tout de suite sur Téléfinance.